Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Et si vivre était pour certaines femmes un acte de bravoure au quotidien? Maud Beltry n'a pas une vie ordinaire. Dès l'enfance, son corps a été frappé par des crises d'épilepsie violentes et imprévisibles. Pendant près de 30 ans, elle vit des épisodes d'angoisse, d'isolement, avec de la douleur physique. Pourtant, elle n'a jamais cessé d'espérer. Un jour, elle décide de tenter l'impossible, une opération cérébrale pionnière au risque de tout perdre. Et aujourd'hui, installée à l'île Maurice, mère de 3 enfants, elle a trouvé la paix. Alors dans cet épisode de Destin de femme, Maud Veltri va nous confier son combat, ses renoncements et puis surtout cette force intérieure qui l'a portée vers une liberté, un témoignage bouleversant, vous allez le voir, et porteur d'espoir pour tous ceux qui luttent en silence contre cette maladie. Mmh. Bonjour Adèle. Je sais que c'était pas simple pour vous d'accepter cette invitation et de parler de cette maladie C'est vrai. pour laquelle vous avez énormément lutté. Alors vous êtes née à Colombes, en banlieue parisienne. Quels souvenirs vous gardez de votre petite enfance? Très peu. Très peu parce que je ne sais pas si c'est, la faute des traitements lourds depuis l'âge de 2 ans et demi ou si j'ai voulu occulter certaines choses, je sais pas et je préfère laisser le passé au passé. Oui. Alors on évoque une chute dans les premiers mois de votre vie. Mmh. Est-ce qu'on sait vraiment si vos crises d'épilepsie sont dues à ça? Alors, il y a, 30 ans en arrière, non, les médecins, ne savaient pas. À l'heure d'aujourd'hui, on sait qu'il y a des épilepsies focales. On sait très bien qu'il y a à peu près 10 000 patients comme moi en France. Il y a 600 000 épileptiques en France et on sait qu'il y a 10 000 patients comme moi qui ont les mêmes symptômes et qui ce sont des épilepsies focales. Bon, comment ces crises ont commencé? Alors comment elles ont commencé? Elles ont commencé à l'âge de 2 ans et demi. J'ai été bien sûr me renseigner vers ma maman parce que moi j'ai aucun souvenir de ces passages-là. Je sais que je faisais énormément de passages à l'hôpital. Dès l'âge de 2 ans et demi, je sais que les médecins à l'époque, on parle de ça dans les années 70-80, fin années 70, donc on pensait que l'épilepsie, c'était quelque chose de très abstrait à l'époque, hein. Elle ressemblait à quoi? On traitait ma mère de folle quand elle allait voir le médecin au Les début. crises, c'était quoi? C'était pour ma part l'épilepsie, c'est très vaste, hein, parce qu'il y a plusieurs formes d'épilepsie. La mienne, elle était, j'avais les yeux qui se révulsaient, je tombais, on ne maîtrise plus aucun mouvement, on tombe, on perd le contrôle total de son corps et je me mettais à trembler, à crier donc c'est violent, c'est visible, c'est très fatigant parce qu'on a le cœur qui se met à s'emballer à une vitesse, invraisemblable. Donc c'est très physique, c'est fatigant, c'est éprouvant. On a une perte un petit peu de connaissance. Certaines fois oui, certaines fois non. Vous parlez beaucoup, quand on a préparé cette émission, d'une solitude glaçante. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, quand tu as ce genre de maladie, déjà le regard des autres, tu es un peu seul, tu es un peu, tu te retranches, c'est ton ami. Ta maladie, tu te caches derrière quelque chose, donc tu es un petit peu, tu le racontes pas aux autres, tu le montres pas, tu ne veux pas le montrer, tu ne veux surtout que personne ne le voie. Ta plus grosse hantise, c'est de te dire, «Ah, je vais là aujourd'hui, est-ce que je vais avoir une crise d'épilepsie?» parce que, enfin, pour ma part, je pouvais passer de 3 crises par nuit, parce que j'avais des crises nocturnes, Oui. dans un premier temps. Ça pouvait aller de 3 crises par nuit, je suis montée jusqu'à 80 crises par jour. La réaction de votre Donc là, famille tu y vis plus. à l'époque, la réaction de votre famille, est-ce que c'était encore un sujet tabou? Non, dans ma famille, non, c'était pas un sujet tabou. Par contre, quand on était à l'extérieur, oui, c'était plus tabou, ouais. Et est-ce qu'une partie de vous s'est construite dans le silence et dans la honte? Un petit peu, ouais. Un petit peu parce que je te dis, on se cache derrière cette maladie, on est un petit peu perdu, on a peur de tout, ça peut te prendre n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment, et puis on sait très bien qu'une crise d'épilepsie, si tu tombes mal, elle peut être fatale.
Donc il y a des périodes de ma vie où je me suis retrouvée, tu vas te baigner, tu es dans le sud de la France, tu vas te baigner, tu es toute seule et puis dans 1 mètre d'eau, même pas, il t'arrive une crise, les gens pensent que tu joues, personne ne voit, tu es seule au monde et tu arrives à remonter, quelle force, je sais pas, qui comment, tu remontes, tu respires et puis, tu sors, tu es exténuée et tu te dis: «Mais voilà, tu t'es désemparée». On va parler de votre quotidien avec ces crises d'épilepsie avant de vous soigner. Est-ce que vous alliez à l'école? Vous étiez scolarisée normalement? J'ai été scolarisée normalement, bon, après dans les années 70-80, c'était assez difficile, maintenant les écoles, on peut dire aux maîtresses, aux professeurs, il y a des traitements pour cet élève, c'était pris en charge. À l'époque, c'était très compliqué parce que les établissements scolaires ne voulaient pas prendre en charge ces enfants-là. Donc malgré tout, il fallait, dès le plus jeune âge que j'apprenne à prendre mon traitement le matin, le midi, le soir et un petit peu toute seule, quoi. Il fallait vraiment Ouais, mais vous aviez peur quand vous étiez petite de perdre le contrôle tout le temps. finalement de vous-même? Est-ce que vous avez développé des mécanismes de gestion? Oui, oui, parce que tu apprends à connaître ta maladie, c'est ta meilleure amie. Tu apprends, tu te caches derrière elle, tu apprends à la connaître, tu apprends à enfin moi, j'ai réussi à apprendre à la maîtriser. Ça m'est même arrivé d'arriver à maîtriser certaines crises, mais bon, pas tout le temps. J'y arrivais pas tout le temps, mais j'ai réussi parfois. Il y avait une crise qui arrivait, ça faisait comme un courant. J'avais une espèce de courant qui montait et d'un seul coup, tu contrôles plus rien et il y a des moments où j'ai réussi à apprivoiser, à calmer cette crise, comment je ne sais pas et essayer de faire voir à personne, ce que j'étais en train de dire sur l'instant T, de te concentrer d'une force, On parle de cette solitude et de ce silence. Hem, Vous avez, de temps en temps réussi à l'oublier cette maladie? non, Jamais? je peux pas l'oublier. Jamais? Non, tu as des traitements qui te le rappellent en permanence. Parce que les traitements sont lourds, la scolarité, d'un enfant épileptique est difficile parce que les traitements sont tellement importants, sont tellement lourds que il y a des choses que tu voudrais faire et tu ne peux pas. Ça annule quand même beaucoup le cerveau, donc ça te fatigue, ça t'épuise, tu peux pas faire il y a des sports que tu voudrais faire, tu ne peux pas faire des sports. Alors moi, j'ai toujours voulu passer au-dessus, donc à l'école, en collège ou en primaire, à l'époque, on avait des sorties scolaires, il y avait des marathons et j'ai toujours été quelqu'un qui voulait gagner, qui voulait avancer donc je m'épuisais et j'arrivais dans les premières. Seulement tu pouvais être sûr que dans la soirée, j'en faisais 3 ou 4. Voilà, parce que la fatigue, Et les autres enfants, quel regard ils portaient sur vous? les autres enfants, je les évitais les regards. Je les évitais, tu les fuis, tu les évites, tu les évites. Oui. Vous aviez des passions, des refuges, des échappatoires? Non, j'ai toujours aimé le sport. Mais malheureusement, le sport m'apportait des crises parce que je m'épuisais dedans, je me fatiguais, donc du coup, je faisais souvent des crises. Je vivais tout le temps avec ces crises-là. Donc, bon, il y avait les traitements qui, grâce à Dieu, enfin, ça tempère les crises, ça les calme. Mais malheureusement, des fois, comme j'étais pharmacorésistante, donc le problème, c'est que je m'attribuais beaucoup les médicaments, très vite. Et il y a un moment donné, il y a des passages dans ma vie où j'ai dû faire des hospitalisations à répétition parce que les traitements ne marchaient plus. Donc on retourne à l'hôpital, on repart pour 3 semaines, on recherche un autre traitement, on vous assomme de médicaments et puis on ressort à un moment donné. Pendant 3 semaines, on a été hospitalisés. Donc on voit énormément dans les centres neurologiques, on voit énormément d'enfants dans les centres, neurologiques pédiatriques, après plus tard dans les centres neurologiques et tu vois des gens épileptiques de toutes sortes, tu vois des et tu te dis: «Mais ça n'en finira pas, toute ma vie, je vais avoir cette, épée Damoclès, cette croix à porter, hein». Oui. Et là, vous allez à Necker un jour? Ça, c'était petite, Necker, en fin de compte, à Necker, il y avait un professeur, le professeur Lalande, qui, à l'époque, a décelé cette maladie. C'est lui qui a mis un diagnostic sur cette maladie. Oui. Alors, donc votre adolescence se passe avec cette maladie. Un jour, vous rencontrez, votre mari, Attilio et immédiatement, vous lui parlez de cette maladie. Pourquoi cette transparence? C'était comme un secret que vous vouliez partager tout de suite avec lui?
Je lui ai pas dit la première rencontre, je lui ai dit, peut-être, quelque temps après. J'avais l'impression qu'il sentait quelque chose et oui, je me suis confiée à lui et à ma grande surprise, il a pas eu peur. J'avais peur qu'il ait peur en fin de compte parce que c'est une pathologie, c'est quand même une contrainte et je me suis dit: «Mais il va s'enfuir, il va partir». D'autant que lorsqu'on est épileptique, on déconseille d'avoir des enfants. Comment vous avez vécu avec ce dilemme? Je pense que j'ai laissé faire les choses. Je me suis laissée porter. Je suis quelqu'un de très croyante et je me suis dit, j'avais rencontré l'amour à Tillot, il a su être là, il a su être à mon écoute, il m'a épaulée, il m'a portée et cet amour, il m'a accompagnée complètement et cet amour était tellement fort, tellement intense que Ça bah, je me suis laissée porter avec cet amour et un jour, j'ai été voir mon neurologue et je lui ai dit: «Bah, écoute Pierre, je suis enceinte, donc fais ce que tu veux, mais il faut que je le garde». Ouais, alors d'ailleurs, c'est une première grossesse, qui a déjà été, interrompue. Oui, Et après, il y a Carmelo qui est né. Vous avez eu 1 mois d'hospitalisation. Est-ce que vous avez eu peur de ne pas y arriver? il y a eu une première grossesse où les médecins m'ont supplié de l'interrompre parce j'étais à peu près à 80 crises par jour, donc trop de danger pour le fœtus, trop de danger, pour l'enfant, pour moi-même aussi et puis, quand je suis arrivée voir mon neurologue, le docteur Pierre, Thomas, qui est maintenant professeur à Pasteur à Nice, c'est grâce à lui si j'ai mes enfants, donc c'est un homme exceptionnel, un épileptologue exceptionnel et je lui dis encore un grand merci parce que vraiment si j'ai mes 3 beaux enfants, c'est grâce à lui et je lui ai dit: «Écoute Pierre, tu te débrouilles, mais je suis enceinte, il est hors de question». «Ah oui, mais il fallait venir me voir avant, il fallait faire un traitement avant». Au final, on a adapté, la grossesse. Il a adapté avec un traitement pour la grossesse, pour pas justement avoir de problème, avec, le développement de l'enfant. Parce que le problème, c'est que le traitement sur le développement, voilà, ça peut être très nocif, très dangereux, donc il faut vraiment accompagner les femmes épileptiques. Mais si elles sont bien encadrées, si elles ont un bon médecin, vraiment, je conseille aux femmes d'aller voir un épileptologue et non un neurologue. Ouais. Alors donc Carmelo naît. Carmelo né, ah, ça a été un ça a été un parcours du combattant parce que je me suis mis à faire énormément de crises pendant la grossesse. À partir de 6 mois de grossesse, les crises se sont emballées. Il est né en pleine santé, il est né magnifique. Un vrai Notre enfant Giovanna, qui arrive après. Giovanna qui est arrivée, encore plus complexe parce qu'elle est née à 8 mois. C'est ça? Elle est née à 8 mois et on n'arrivait Pour pas. agir en fait dans ces moments-là? Je pensais pas, il y avait pas d'autre option pour moi. Je me suis battue pour les avoir, ces enfants. Il y avait pas d'autre option que ça marche. Je ne voulais penser à rien d'autre que j'y croyais dur comme fer. Il y avait pas de raison. Mon épilepsie n'était pas héréditaire et il y avait pas de raison que je n'y arrive pas. Je voulais y arriver, et c'était vraiment un combat. J'ai failli la perdre. Pierre m'a dit: «On va interrompre la grossesse». Je lui ai dit: «Écoute, c'est juste impossible, je suis à 6 mois de grossesse». Il me dit: «Oui, mais on risque de te perdre. On va faire, on va expérimenter un nouveau traitement. Si ça marche, il dit, il n'y aura pas de souci, on ira jusqu'au bout de ta grossesse. Si ça marche pas, on va être obligé de l'interrompre». Et grâce à Dieu, Ça un petit miracle est né. Elle est née à 8 mois, en pleine santé. Elle faisait 3 kilos, un bébé magnifique et maintenant presque avocate, donc Oui. Vous en parlez toujours avec beaucoup d'émotion. Vous avez oui. décidé de continuer à avancer. Qu'est-ce qui vous a donné cette force? Je sais pas, l'envie de vivre, l'envie de l'amour. Je pense que l'amour entre moi et Attilio, l'amour pour mes enfants. Et puis vous avez surtout décidé de vous faire opérer, Oui. de subir une opération dangereuse. Alors après mes 2 premières grossesses, le professeur Thomas m'a orientée à Marseille, à la Timone, où vous aviez à l'époque le professeur Chauvel, qui est un professeur, qui connaît vraiment le lobe frontal droit. Donc moi, mon épilepsie était placée dans le lobe frontal droit. C'est une région du cerveau où il y a pas grand-chose. Dans mon malheur, j'avais cette chance que ça soit situé dans une zone du cerveau qui peut être opérable. Parce que malheureusement, toutes les épilepsies sont pas opérables, c'est ce qu'il m'avait dit.
Après plusieurs examens, je suis allée le voir. Au bout d'un an d'examen, ils m'ont convoquée et ils m'ont proposé une intervention lourde de conséquente. Hein, c'est-à-dire, il y avait des conséquences assez lourdes. On parle de 2% de risque d'hémorragie cérébrale. On parlait de 5% de risque d'hémiplégie. Et le moins important était une infection quand on retire la boîte crânienne. Parce qu'à l'époque, on retirait encore la boîte crânienne. Je sais Vous n'avez jamais hésité à faire cette opération? non, non, parce que quand le jour où il me l'a proposé, je me souviendrai toute ma vie, il y avait 5 personnes devant moi et puis, je l'ai regardé et je lui ai dit: «Mais» il m'a dit: «Mais vous savez, c'est une lourde intervention, il faut à tout moment, vous pouvez arrêter, on peut ne pas la faire, il faut vraiment réfléchir» et je l'ai regardé, je lui ai dit: «Mais c'est complètement réfléchi». Je lui ai dit: «Il y a pas à réfléchir, je la fais, Alors après cette opération, plus triste du tout. plus jamais». Donc ça, c'est ce qui vous a Une réussite totale. c'est ce qui vous a donné c'est ce qui vous a amené vers la liberté. Ah complètement. Et là, Ornella est arrivée. Est-ce que c'est elle le symbole de la renaissance? Votre renaissance? Ah oui, une grossesse sans crise, une grossesse sans traitement, une grossesse comme toutes les femmes et une grossesse normale, un peu fatiguée, épuisée, mais une grossesse normale et la joie d'être encore une fois maman, de pouvoir accueillir Ornella. Justement, le fait votre maternité, parlons-en, le fait que vous ayez eu ce parcours médical, est-ce que finalement vous êtes différente des autres? Non, il y a des gens qui ont des parcours, je me suis jamais apitoyée sur moi, je ne supporte pas, j'ai du mal à supporter les gens qui s'apitoient face peut-être ce côté un petit peu dur. Mais il y a des gens, j'ai vu, vous savez, j'ai été dans un centre qui s'appelle à Gasto, qui s'appelle, le centre de Gasto pour les épileptiques à Marseille et quand vous rentrez à l'intérieur de ce centre, en fin de compte, il y a toutes sortes d'épileptiques et là, quand tu rentres et que tu fais 80 crises par jour et que tu rentres dans un centre comme ça, tu te dis: «Je suis normale». Parce qu'il y a des gens qui ont d'autres pathologies et qui sont en plus épileptiques et tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de t'apitoyer sur toi parce qu'il y a toujours plus grave, il y a toujours donc tu prends sur toi, tu non, tu n'as pas le droit. En tous les cas, cette opération qui a duré 11 heures avec une énorme souffrance physique, hem, est-ce que vous considérez que vous êtes une miraculée ou bien, une pionnière? Une grande chanceuse. Une grande chanceuse parce que, de base, ils avaient prévu 80% d'arrêt des crises. On est sur du 100%. 1 an et demi après, l'opération, j'ai continué mes traitements pendant un peu plus d'un an et demi, 2 ans. On devait les continuer pendant 3 ans. J'ai arrêté. Il y avait jamais plus de crise, plus rien. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'épilepsie est une maladie suffisamment connue ou bien elle est encore taboue? Je pense qu'il y a encore un manque de communication. On a beaucoup évolué, grâce à Dieu, on a vraiment évolué. Les médecins sont incroyables. On a les épileptologues en France incroyables. Maintenant, on en parle plus librement. On en parle beaucoup plus librement. Ça, c'est vraiment les algorithmes. Des chanteurs qui en Oui, tout à fait, tout à fait. Napoléon était épileptique, Einstein était épileptique, Jeanne d'Arc était épileptique, Mmh. Mélanie Griffiths était épileptique. Alors justement, à la jeune femme épileptique que vous étiez, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Ça va aller. À la jeune femme, aie confiance en toi. Ne te dévalorise pas. Vas-y. Depuis votre guérison, vous ressentez le besoin d'en parler aux autres malades? C'est une mission? C'est une mission parce que c'est quelque chose de lourd à porter, le regard des gens, le regard d'autrui. On a tendance à se dévaloriser, on n'est pas comme les autres. On se sent épié quand on fait une crise, on se sent différent. Et puis le jour où on a la chance, cette chance, parce que c'est une chance incroyable, de pouvoir s'en sortir, on s'en s malheureusement et toutes les épilepsies sont pas opérables. On peut pas sauver tout le monde comme il m'expliquait mon professeur, mais on peut quand même aider, accompagner, donner de l'espoir, aller dans des endroits où moi je vis actuellement où il y a les traitements sont pas encore bien connus pour l'épilepsie. On peut aider des gens, on peut aider des enfants et si je peux ne serait-ce que sauver un enfant à Maurice, si je il doit y avoir des épilepsies focales, si je peux sauver qu'un enfant par an, ça serait fantastique. Donc aujourd'hui, vous vous engagez énormément pour cette cause. Ouais. Qu'est-ce qui manque selon vous pour mieux accompagner les familles concernées?
Il faut beaucoup plus communiquer. Il faut communiquer énormément sur l'épilepsie. Il y a déjà beaucoup de conférences en France. En France, on a énormément évolué. Moi, pour le coup, j'aimerais vraiment faire évoluer les choses à l'île Maurice, où je vis actuellement, parce qu'il y a quand même 30 000 épileptiques déclarés. Donc, imaginez-vous qu'à mon avis, on en a bien 40 ou 50 000 en totalité. Ouais. Donc, je pense qu'on peut aider ces gens-là. Il y a des familles qui sont démunies, des mamans qui ne savent plus quoi faire avec leurs enfants à Maurice. C'est vrai qu'en France, on a cette chance d'avoir des très bons médecins. Il y a des pays où on ne l'a pas. Et Justement, les traitements, ils ont évolué ces 20 dernières années? ah oui, ils ont évolué. Ils ont évolué. Je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, si on a la chance d'être opéré de l'épilepsie, on n'ouvre plus la boîte crânienne. Moi, on m'a trépané. J'ai passé 11 heures sur la table. Et aujourd'hui, on ne trépane plus. Aujourd'hui, si vous aviez un rêve, ce serait quoi? Une fondation, un livre, une école? Une fondation, un livre, c'est en cours. Et si ça peut donner de l'espoir, aider des gens en les accompagnant, en leur montrant qu'il y a des possibilités et que jamais rien n'est acquis et qu'il faut toujours se battre. Et on peut toujours, tous les pronostics, on peut les bouleverser, c'est pas possible. Et rien, il faut pas être défaitiste, toujours croire. Je le disais en début d'émission, ça a été très difficile. Vous avez eu des années de parler de cette maladie. Aujourd'hui, votre message, c'est quoi? C'est un message d'espoir. Vous tendez la main à ceux qui ne parlent pas, qui ne savent pas quoi faire. Vous leur dire, vous pouvez guérir. On peut pas guérir tout le monde, je veux pas donner non plus, mais je veux donner de l'espoir. On peut guérir certaines personnes et on peut accompagner avec des traitements adéquats, en parlant, en communiquant. Faut pas avoir peur d'en parler, il faut pas se cacher derrière sa maladie. C'est plus une maladie honteuse comme avant. Il faut pas avoir peur d'en parler. C'est pas grave, vous tombez, vous vous relevez. C'est pas grave. Tu fais une crise devant quelqu'un, c'est pas grave, n'aie pas peur, relève-toi, vas-y, avance. N'aie pas peur de faire du sport, modérément, en faisant attention. Mais n'aie pas peur de l'avenir, vas-y et crois, crois. Merci beaucoup, Maud Veltri, d'être venue mon destin de femme pour nous raconter votre histoire. Certaines vies sont des leçons de courage. La vôtre eh bien, a été plus que courageuse puisque vous avez non seulement survécu à la maladie, vous avez traversé l'impensable. Vous avez porté la vie quand on vous disait condamné. Vous avez fait confiance à la science contre la peur et aujourd'hui, vous n'avez plus de crise, mais c'est une voix qui continue de vibrer. Merci Valérie. Et pour les enfants d'aujourd'hui qui tremblent, comme Maud a tremblé, pour les femmes qu'on décourage d'être mères, pour les malades qu'on isole, pour tous ceux à qui on a dit un jour ce n'est pas possible, eh bien Maud leur a répondu aujourd'hui, si, c'est possible. À bientôt pour une nouvelle émission de Destin de femme. C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.